Euh, voilà, donc bienvenue à toutes et tous à ce webinaire organisé dans le cadre du projet XR Fab to Build, qui est un webinaire consacré à la réalité étendue dans la construction, dans l'objectif d'utiliser cette technologie pour diminuer les coûts et donc via l'optimisation des opérations. Je m'appelle Pauline Bruges, je suis chargée de projet au cluster Cap Construction, qui est le cluster wallon de la construction durable, qui regroupe toute la chaîne de valeur de la construction, depuis les architectes jusqu'aux gestionnaires de bâtiments, en passant par les constructeurs généraux et les producteurs et fournisseurs de matériaux. Et donc, nous sommes partenaires de ce projet avec Buildwise et Techlink, que nous aurons l'occasion d'entendre plus tard au cours de ce webinaire. Donc aujourd'hui, les objectifs de ce webinaire, c'est d'explorer ensemble les possibilités d'accroissement de la productivité de votre entreprise grâce à la réalité étendue. Et c'est également l'objectif de ce projet, d'améliorer le niveau de connaissance autour de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, et de voir quelle création de valeur ajoutée ça peut avoir pour votre entreprise. Donc au niveau du projet, il a été décliné en 7 actions principales. Donc vous voyez ainsi un petit peu le parcours du projet qui est illustré ici sur cette diapo. Donc l'objectif, c'est, dans un premier temps, ça a été en tout cas pour nous d'identifier des entreprises, des industries principalement qui œuvrent dans le secteur de la construction. Et nous permettre, dans un deuxième temps, d'élaborer une liste assez exhaustive des fonctionnalités communes nécessaires pour ensuite concevoir des prototypes de concepts sous la forme d'un outil innovant, réalité virtuelle, réalité augmentée. Euh, et dans ce processus, nous avons documenté assez méticuleusement les prototypes de concept pour pouvoir planifier une mise en œuvre opérationnelle éventuelle de ce qui a été développé au sein du projet. Et donc la suite, évidemment, c'est un des éléments que nous diffusons aujourd'hui, hein, c'est la diffusion donc, des outils opérationnels qui seraient éventuellement réplicables mais au sein d'autres entreprises. Et donc, ici, il nous reste à peu près un mois de projet. Et donc, dans ce mois qui reste, nous allons travailler à la rédaction de guides pour exposer un petit peu les étapes importantes dans le cadre de la réalité augmentée, mais aussi plus largement de comment faire évoluer les entreprises vers une industrie du futur et de permettre également, évidemment, une évaluation assez approfondie des résultats et des impacts qui vont découler de ce projet. Donc ça, c'est pour vous retracer un petit peu le parcours qu'on a suivi dans le cadre de ce projet euh, depuis début 2023 déjà. Avant de passer, on va dire, à la description plus élaborée du projet et de ce qu'on y a fait, on souhaitait mettre l'accent sur les outils d'accompagnement qui sont à votre disposition dans le cadre d'une digitalisation au niveau de votre entreprise. Et donc, de mettre en avant tout le travail effectué par l'Agence du numérique et le programme Digital Wallonia, et plus particulièrement Industrie du futur. Et donc, la possibilité pour vous d'accéder à un réseau d'entreprises industrielles qui partagent de la connaissance au sein d'un écosystème Industrie 4.0, vraiment un réseau wallon. Et Digital Wallonia qui propose aussi une cartographie qui structure les écosystèmes numériques en Wallonie. Donc, toutes les entreprises du numérique, du secteur numérique, des acteurs de la recherche numérique, des partenaires de programmes, tous les lauréats également des différents appels à projets sont repris au sein de cette cartographie. Il y a également des études qui ont été élaborées, des études par filière. Et pour ce qui concerne la construction, l'étude pour la filière construction et bois est riche d'enseignements et d'éléments factuels qui pourraient éventuellement vous intéresser. Et donc, les liens sont disponibles si vous pouvez revenir vers moi pour me demander le lien directement vers cette étude. Et enfin, Digital Wallonia propose également un agenda très complet puisqu'il regroupe l'ensemble des actions, des formations, des missions qui sont proposées par Digital Wallonia, mais également par tous les partenaires, tous les acteurs du numérique en Wallonie, en Belgique et également à l'étranger. Et donc, ça reprend des formations, des ateliers, etc. Et c'est un agenda
généralement très complet. Au niveau des aides également, on souhaitait faire un petit point avec vous sur les aides qui sont disponibles, pour permettre aux entreprises de se digitaliser, en Wallonie. Donc il faut savoir qu'il y a le programme Made Different, Digital Wallonia qui propose un diagnostic d'une demi-journée gratuite qui implique une visite, sur votre site, de production par un expert et une discussion informelle sur, les opportunités, les opportunités liées au processus de digitalisation. Heu, le, l'autre aide disponible, c'est d'effectuer un diagnostic plus approfondi qui est vraiment ouverte à toutes les entreprises manufacturières, wallonnes, avec un accent plutôt mis sur le diagnostic, des processus de production, avec la possibilité d'étendre éventuellement ce diagnostic sur les aspects, stratégie, vente, et achat. Donc là, c'est une mission plus longue qui peut durer entre 8 et à 12 jours avec la remise d'un plan d'action. Une autre aide disponible, eh bien, ce sont les chèques entreprises qui permettent de financer des prestations liées, aux besoins de l'entreprise, liées à son degré de développement et de maturité, que ce soit une entreprise qui soit en phase de création, de croissance ou au niveau de la transmission de cette entreprise. Une autre aide, c'est l'aide Opt-in qui vise des projets liés à l'innovation de procédés, la mise en place d'opérations innovantes de production ou de distribution, ou l'innovation, d'organisation, c'est-à-dire la mise en place, d'une gestion des ressources humaines qui soit plus innovante. Un autre outil disponible, c'est le Digiscore et donc là-dessus, je souhaiterais, en parler un tout petit peu plus, heu, de façon un peu plus détaillée. Si j'arrive à passer à la slide suivante, voilà. Donc le Digiscore, c'est un outil gratuit en ligne qui vous permet d'effectuer un autodiagnostic, de votre entreprise pour identifier, les forces et les faiblesses, évaluer votre niveau de maturité et vous comparer avec, vos pairs et vos concurrents, et également d'identifier des priorités d'action pour améliorer votre niveau de digitalisation. Donc c'est un outil assez unique, qui vous permet, d'effectuer un benchmark avec, plus de 3 000 entreprises, alors qu'ils sont évidemment, heu, diffuses entre différents secteurs. Mais en tout cas, ça vous permet quand même de vous placer par rapport aux autres entreprises et c'est un bel outil d'analyse, de où vous en êtes, au niveau du processus de digitalisation. Alors comment faire? C'est assez simple, il suffit d'avoir, votre numéro de BCE pour vous identifier. Ensuite, vous avez un questionnaire à remplir qui prend environ une trentaine de minutes. Suite au remplissage de ce questionnaire, vous sera fourni un rapport avec, un score de maturité numérique et tout un détail en termes d'informations pour vous permettre de mettre en place un plan d'action et de monter en compétences en termes de maturité, numérique. Alors le Digiscore, il est calculé sur base, d'un score global de maturité, mais aussi sur des scores par axe. Il y a 4 axes, qui regroupent environ, 120 indicateurs et donc il est impossible d'atteindre, le score 100, hein, puisque c'est une moyenne arithmétique, mais en tout cas, ça vous donne, une idée de scoring, hein. C'est vraiment pour avoir une idée et donc au niveau des 4 axes que j'évoquais, eh bien, il y a l'infrastructure, l'organisation, les processus et les stratégies. Donc à chaque fois, vous avez une série de questions liées à chacun de ces axes, pour vous permettre, d'effectuer cette analyse. Alors je vous ai mis ici, quelques questions, courantes qui sont, posées au niveau du Digiscore. Heu, le seul élément important que je voudrais mettre en avant, aujourd'hui, c'est sur la collecte des données parce qu'on sait que c'est un point sensible au niveau des entreprises. Donc, si vous répondez à ce questionnaire, il faut savoir que les données qui sont collectées dans le cadre du Digiscore, elles sont exclusivement exploitées pour évaluer la maturité numérique de votre entreprise. Alors les données sont conservées sur les serveurs de l'Agence du numérique. Si vous souhaitez, par exemple, revenir ultérieurement sur votre questionnaire, si vous souhaitez le compléter en plusieurs fois ou modifier certaines réponses si à un moment donné votre entreprise évolue, mais en soi, ce ne sera pas extrapolé vers d'autres données. De toute façon, le partage des données, récoltées ne peut être fait que, si vous donnez votre accord, formel. Voilà, parce que l'idée, c'est plus de vous fournir une aide et une assistance, pertinente plutôt que de collecter des données. Donc voilà, ici, je vous ai mis le lien vers le Digiscore. On vous encourage à le faire, c'est vraiment, un outil, très intéressant
pour vous aider à identifier vos forces et vos faiblesses, pour vous fournir des conseils très utiles en termes de mesures à mettre en œuvre sur le chemin de la numérisation de votre entreprise. Et donc maintenant que j'ai effectué un petit peu ce panorama, des différents, outils existants en Wallonie, au service, des entreprises, je propose de passer, vraiment au cœur, du projet et au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la réalité, étendue et de passer la main à Arnaud Candel qui est donc, chargé de ce projet au sein de Buildwise et que, Cap Construction et Techlink, accompagnent au niveau de ce projet. Donc je vais quitter mon partage d'écran. Voilà et Arnaud, la parole est à toi. Merci. Alors, je vais moi-même le partager. Est-ce que comme ça, on voit bien? Hop. Oui, c'est parfait. Voilà, merci. Donc voilà, donc effectivement, je suis Arnaud Candal, je travaille à Buildwise dans l'unité de construction digitale et je m'occupe plus particulièrement de toutes les questions liées à la réalité étendue. Et donc, on va effectivement pouvoir rentrer dans le vif du sujet ici. Donc, alors, est-ce que j'arrive à passer? Voilà. Je voulais commencer par tout d'abord redéfinir un peu de quoi on parle exactement, car il y a quand même plusieurs termes qui peuvent flotter autour de ce concept, dont la réalité étendue. Donc j'ai repris un petit schéma ici. Donc on voit le spectre qui s'étend ici en bas de l'environnement purement réel, qu'on connaît tous évidemment, à l'environnement purement virtuel. Et entre ces deux extrêmes, on va avoir plusieurs concepts qui sont là. Alors, on peut commencer évidemment avec la réalité virtuelle. C'est quand on se situe tout à fait à droite de ce spectre. C'est facile à comprendre puisqu'on est à ce moment-là 100% immergé dans un monde virtuel. Je vais en parler tout à l'heure, mais on a effectivement un casque de réalité virtuelle sur la tête à ce moment-là et on est entre guillemets complètement coupé du monde extérieur, hein, puisque voilà, on a ce casque qui prend toute la vue et tout ce qu'on voit dans l'expérience à ce moment-là est virtuel. Si je reviens du côté gauche du spectre et que je m'écarte un peu de l'environnement réel, un premier concept est la réalité augmentée, donc qu'on appelle AR, où là, on est plutôt dans un environnement qui est réel, mais sur lequel on vient ajouter quelques petites informations ou objets virtuels. Typiquement, on va être avec un smartphone ou une tablette. On va utiliser la caméra de ce smartphone ou de cette tablette pour voir ce que la caméra voit, donc l'environnement réel, et on va ajouter des objets ou des petites informations par au-dessus. Si on avance encore un peu plus loin dans le spectre, on arrive sur un terme qui est peut-être un peu moins connu, qui s'appelle la virtualité augmentée, AV. Simplement, voilà, on se rapproche de l'environnement purement virtuel et donc là, on inclut encore plus, de plus en plus d'éléments virtuels dans l'expérience. Un autre terme qu'on peut entendre souvent, c'est la réalité mixte, MR, qui est simplement en fait un terme chapeau, comme on voit de nouveau sur le graphe ici, qui reprend tout ce qui va être entre le réel et le virtuel. Et finalement, le sujet de la présentation ici, ben, la réalité étendue pour XR, pour Extended Reality, c'est un terme encore plus chapeau qui reprend en fait tous ces concepts-là. Alors, je voudrais commencer par la réalité virtuelle, toucher un mot là-dessus. Donc, comme je le dis, c'est quelque chose qui se vit au travers d'un casque de réalité virtuelle. Je vais en montrer quelques-uns juste après. Mais donc, pourquoi la réalité virtuelle et qu'est-ce que ça peut amener? Bah, comme je disais, c'est une immersion totale. Et qui dit immersion totale dit des expériences généralement plus convaincantes. On est vraiment à fond dans l'expérience, hein, on n'est pas perturbé par l'extérieur. Et donc, ça peut offrir des possibilités différentes, hein, ce sera selon les cas d'usage, que d'autres technologies ne peuvent pas offrir. On peut penser par exemple à tout ce qui est scénario où on voudrait faire de l'entraînement, de l'enseignement peut-être, où on a besoin que la personne soit vraiment plongée dans sa tâche, dans un contexte aussi réaliste que possible.
Donc dans ce genre de scénario, bah, ça peut tout à fait avoir son sens, hein. Si on veut plus de réalisme aussi, c'est peut-être plus adapté. Le bémol, ça va être peut-être que l'accessibilité va être moindre que sur des technologies, de réalité augmentée, par exemple, puisque on a probablement besoin d'un matériel un peu plus lourd, souvent un peu plus cher aussi. De nouveau au cas par cas, mais il faut voir si c'est adaptable au terrain. Donc, sur un chantier, dans une usine, c'est évidemment discutable, notamment sur des considérations de sécurité. Donc voilà, il faut un peu voir au cas par cas qu'est-ce qui est besoin, qu'est-ce qui est nécessaire. Mais ce sont des aspects, à prendre en compte. Alors au niveau des différents, du matériel, j'ai fait un petit recensement ici, sur le spectre, en tout cas sur la gamme de prix. Alors il y en a évidemment bien plus que ça et je ne les connais pas du tout tous. Mais voilà, on voit qu'on va voyager entre, des appareils à 400 €, jusqu'à plutôt du 4 500 € si on va dans le cas du dernier casque, d'Apple, le Vision Pro. Évidemment, il y a des justifications, hein, sur les différences de prix. Il y a plein de caractéristiques, qu'on peut prendre en compte, notamment, bah, comme pour un smartphone ou pour un ordinateur, il va y avoir la capacité de stockage, il va y avoir, la qualité graphique. Pour des casques de réalité virtuelle, il y a aussi la notion d'avoir un casque qui est dit, standalone ou bien câblé. Donc là, il y a la possibilité simplement d'avoir son casque rattaché via un câble à son ordinateur. Ce qui permet d'avoir plus de puissance de calcul, hein, puisque évidemment ce sont tous des petits ordinateurs, individuels qui ont donc des capacités assez limitées quand il faut afficher des choses peut-être plus lourdes ou plus détaillées. Bah, à ce moment-là, il y a encore moyen d'aller se connecter, évidemment avec les restrictions que ça amène au niveau du mouvement notamment. Voilà, après il y a des différents accessoires, hein. On voit qu'il y a des manettes notamment. Alors on peut utiliser une manette, 2 manettes. De plus en plus, de toute façon, il y a de la reconnaissance, par le casque, des mains de l'utilisateur. Donc là, à ce moment-là, on peut simplement utiliser ses mains pour, cliquer sur des menus ou bien pour, effectuer des gestes un peu plus compliqués, pour déclencher des actions. Donc là, on peut de plus en plus se passer, des manettes. Hem des aspects de poids, de confort. Si on veut porter un casque, assez longtemps, ce sont des choses à prendre, en compte. Vous allez aussi avoir des commandes vocales, vous allez avoir du suivi des yeux sur, ce genre de casque. Donc simplement en regardant un menu, vous allez pouvoir le sélectionner, sans rien devoir faire d'autre. Donc, vous avez un suivi des yeux là-dedans. Il y a la notion de pass-through, que je vais mentionner, un peu plus tout à l'heure, mais l'idée, c'est que sur ces casques, vous voyez qu'il y a, sur certains d'entre eux, en tout cas, des caméras, à l'avant du casque qui permettent, en fait, de filmer l'environnement et de rediffuser ceci vers l'intérieur du casque. Donc de cette manière-là, vous n'êtes plus tant que ça totalement coupé du monde extérieur quand ce n'est pas nécessaire. Ça, c'est la notion de pass-through. Hem alors, même chose maintenant, mais pour la réalité augmentée, on voit qu'effectivement ici, on va être plutôt sur le smartphone, la tablette ou des casques de réalité augmentée. Alors là, bah, on va être un peu, à l'opposé de la réalité virtuelle, hein. Ça va être plus facile d'utilisation puisque, par exemple, le smartphone, bah, tout le monde, ou presque l'a, à disposition. Donc au niveau des outils et des investissements, bah, ça va être, plus simple, en tout cas pour des applications simples. Et évidemment, ben, on a moins l'immersion, on a peut-être un peu moins de réalisme et selon le fait qu'on va utiliser une tablette ou un smartphone, on aura à ce moment-là les mains occupées, ce qui est peut-être questionnable sur certaines applications. Dans le monde de la construction, est-ce que, on veut effectuer une tâche en même temps que, ce qu'on voit au niveau de la réalité augmentée, oui ou non? Ça pourra guider la décision de l'outil. Ici, j'ai mis, voilà, la réalité mixte, j'ai mis le casque, de réalité augmentée. Comme je disais, bon, ces termes sont un peu interchangeables, hein, mais quand on passe au casque, je vais le montrer aussi juste après, on obtient des avantages que les smartphones, et tablettes n'ont pas. On a les mains libres d'une part, mais d'autre part, ces casques, comme les casques de réalité virtuelle, vont, aussi disposer de tout un tas de capteurs supplémentaires qui vont donner une expérience
plus stable, hein, parce que quelque chose qui peut s'observer en réalité augmentée, c'est que si vous vous placez un objet avec votre smartphone sur une table, l'objet peut subir ce qu'on appelle du drift, donc légèrement bouger, parce que votre smartphone ou votre tablette va essayer de garder ses repères par rapport à l'environnement, mais c'est pas toujours facile, hein, et donc voilà, on peut avoir ces effets-là, là où un casque va permettre d'avoir beaucoup plus de stabilité. De nouveau, il faudra pouvoir faire la balance en fonction du cas d'usage, à savoir si beaucoup de stabilité est nécessaire ou pas. En ce qui concerne les casques de réalité augmentée ou mixte, on va être à peu près sur la même gamme de prix si on va d'un extrême à l'autre. Euh, Avec tout de même la différence entre ici j'ai mis le X-Reel comme exemple en bas de gamme et le HoloLens de Microsoft en haut de gamme. Ce sont quand même des expériences différentes, hein. C'est sûr que sur un tout petit appareil, on ne va pas pouvoir afficher les mêmes géométries, les mêmes informations que sur un casque plus puissant et plus cher. Donc dans la version la plus simple, c'est vraiment juste des informations textuelles qui peuvent aider comme ça. Dans les versions plus poussées, telles que le HoloLens, on a des capteurs, on sait se repérer dans son environnement, on sait créer des modèles et interagir avec eux. Donc voilà. Au niveau des caractéristiques, ça reste à peu près pareil que sur la réalité virtuelle, hein, toujours différentes caractéristiques qui justifient différents prix et qu'il faut mettre au regard des différents cas d'usage. On peut noter aussi, ici j'ai mis qualité visuelle tout à droite, bah, quand on a un casque comme le HoloLens ou le Magic Leap, qui n'est pas complètement fermé. Évidemment, on peut avoir de la lumière extérieure qui arrive et peut-être que le confort visuel peut être affecté de ça. Donc, il y a aussi votre environnement dans lequel vous allez travailler qui peut jouer un rôle sur la pertinence d'une technologie ou non. Euh, alors, pourquoi utiliser ces technologies dans la construction? J'en mentionne quelques idées ici, mais c'est loin d'être exhaustif et je le dirai encore à la fin, mais les cas d'usage, vraiment, c'est l'imagination qui va être la limite, hein, mais pour donner déjà un contexte, bah, tout d'abord, on peut utiliser ces technologies pour faire des mesures. Ici, j'ai mis une mesure de longueur, ça pourrait être mesure de surface. La question qu'il va falloir se poser, c'est en fonction de l'outil et du cas d'usage de nouveau, est-ce que la mesure offerte par une tablette est suffisamment précise que pour l'application que je souhaite faire? En fonction de la réponse, on aura une indication sur l'outil à utiliser. On peut informer, hein, puisque ici on voit bah, qu'on utilise une tablette pour ajouter une couche d'information ou d'animation par au-dessus un équipement. Donc en savoir plus sur cet équipement, ça pourrait être de la maintenance, ça pourrait être de la réparation, ça pourrait être juste de la formation. Voilà, c'est tout un tas de scénarios possibles de ce côté-là. De la vérification, ici, on superpose un modèle 3D d'un parking, à sa contrepartie réelle. Ça peut être en cours de chantier, hein, pour voir si, bah, l'exécution, est bien en train de suivre, les plans et si on peut voir à l'avance des potentiels clashs, bah, c'est toujours évidemment bon de le savoir à l'avance et de pouvoir corriger ça. On peut utiliser ça pour enrichir des données. Donc ici, j'ai pris un plan papier sur lequel on vient créer euh, le modèle 3D par au-dessus, ce qui donne une autre perspective, ce qui peut parfois même, si c'est des pièces, des équipements complexes, aider à comprendre de quoi on parle exactement, ce qui n'est pas toujours simple via des coupes ou des plans 2D. Donc évidemment, ici, on pourrait imaginer rajouter des interactions, hein, faire des coupes dans ce modèle 3D, obtenir des informations, etc. La formation, j'en ai parlé tout à l'heure. Ici, on voit justement une personne avec un casque de réalité virtuelle, donc complètement fermé et câblé, comme on peut le voir, avec en plus un équipement physique. Et on voit devant lui sur l'écran ce que lui voit à l'intérieur. Évidemment, ici, c'est peut-être un cas un peu plus compliqué. Il n'y a pas forcément besoin d'équipement pour compléter l'expérience, mais on voit donc cette possibilité pour les formations qui peuvent être utiles sur
des scénarios où la machine à manipuler est difficilement accessible pour se former, ou bien s'il s'agit d'un scénario dangereux. Voilà, ce sont des choses qui peuvent être faites. Pour simplifier, ça c'est quelque chose qui nous revient assez souvent, donc passer d'effectivement beaucoup de plans différents dans lesquels il faut se retrouver à directement un modèle 3D qui est affiché devant nous et qui montre ce qu'on veut voir au bon moment. Clairement, il y a un gros potentiel de ce côté-là. Faire des choix aussi, petit exemple ici où on a un utilisateur qui peut faire un choix pour sa hotte, pour une cuisine par exemple. Ce sont aussi des outils qui permettent la collaboration, hein. Ici, on a à l'échelle d'un quartier, mais ça pourrait être à n'importe quelle échelle de nouveau. On voit tous des avatars qui sont présents dans une même expérience de réalité virtuelle, qui peuvent déplacer des objets, pointer des objets, les colorier, mettre des remarques. Donc on peut voir ça comme vraiment un outil où il est tout à fait possible de collaborer. Placer, j'ai déjà dit, hein, donc c'est la même chose que pour choisir, mais donc on peut placer des objets plus techniques aussi, hein, pour faire des choix techniques sur l'encombrement, etc., etc. Donc voilà, ici c'est un petit aperçu, mais comme je disais, il y a beaucoup plus de cas d'usage auxquels on peut penser et il ne faut pas hésiter dans ces cas-là à se poser la question si ça peut être utile ou non. Donc en définitive, ce qu'on veut, ce sont des gains de temps, des gains de productivité avec ces outils, pouvoir clarifier des procédés, clarifier la compréhension de certains produits, aider à faire des choix. On veut pouvoir améliorer la qualité des produits et des services fournis et in fine, l'augmentation de la satisfaction client. Alors, à quel moment et où est-ce qu'on peut utiliser ces technologies? J'ai envie de dire, un peu partout et tout le temps, hein, aux différentes étapes, donc que ce soit au niveau de la conception, pour assister des ventes par exemple, avec plutôt des outils peut-être un peu plus marketing à ce moment-là, plutôt orientés clients. Mais aussi sur chantier ou bien, dans un atelier de production, hein, où on peut avoir du contrôle qualité, de l'assistance, pour des vérifications, pour de la conception et cetera. En sachant que, une petite note sur l'atelier, qui est un peu donc ouais, l'usine de fabrication sur laquelle on s'attarde plus dans ce projet-ci, donne des opportunités supplémentaires puisqu'à ce moment-là, on a un environnement contrôlé, qu'on peut venir, éventuellement instrumentaliser avec certains capteurs si c'est nécessaire, hein, puisqu'on peut se dire qu'on va répéter une tâche, par exemple, au même endroit. Donc on a un environnement un peu plus contrôlé qu'un chantier, effectivement, où là, c'est peut-être parfois un peu plus compliqué parce qu'il faut venir se recaler, au bon endroit, c'est beaucoup plus variable comme condition. Hem Je disais donc en fonction du cas d'usage et de l'étape dans laquelle vous êtes, peut-être qu'une technologie sera plus, pertinente qu'une autre, hein. Il faut analyser ça comme j'ai montré en fonction des cas d'usage et des différentes, caractéristiques des appareils. Même si je reviens ici à la notion de pass-through, donc sur les casques de réalité virtuelle, on a ces caméras, qui sont présentes et on voit ici sur l'exemple du MetaQuest qui a eu 3 versions ici jusqu'à présent. Le rendu de ces caméras à l'intérieur pour l'utilisateur et on voit que maintenant, hein, on en est au 3, on a une vision tout à fait, plus que correcte de son environnement extérieur et donc on peut, techniquement porter ce casque, sans être totalement coupé de l'extérieur et on peut tout à fait se déplacer avec sans risquer de tomber ou et cetera. Je ne dis pas que c'est forcément, à conseiller dans un environnement en fonction d'un environnement, de production, mais on se rapproche de plus en plus de cette frontière. Hem, alors, encore quelques notes avant de passer aux exemples plus concrets. 1re chose à dire, c'est que, la réalité étendue, de manière générale, est, une technologie qui est plutôt consommatrice de données. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, les outils XR, et là je pense aux casques, aux tablettes, aux smartphones, ils ont la possibilité de capturer de la donnée, hein. Si certaines tablettes, Apple ont des lidars et cetera, donc peuvent détecter des plans, peuvent détecter des objets, et ça peut suffire dans certains cas à avoir son application de réalité, augmentée.
mais pourquoi pas aussi utiliser de la donnée qui existe déjà par ailleurs et simplement utiliser la XR pour afficher ces données. L'idée derrière ça, c'est de dire à chaque outil sa spécialité. Et donc, une tablette n'est effectivement, même si elle peut le faire, pas faite pour mesurer des distances, ou en tout cas pas de manière très précise. Par contre, si vous avez un outil qui peut le faire et que vous avez besoin d'une grande précision, bah, à ce moment-là, pourquoi ne pas lier les deux et simplement utiliser la tablette comme visualisation de la donnée qui a été générée par ailleurs. Au niveau des sources de données, ben, ça peut être n'importe quoi évidemment. J'en mentionne, 3 simplement ici. La première, j'ai mis BIM, mais j'aurais pu mettre géométrie, modèle 3D en général. Donc c'est sûr que si on veut afficher un modèle, en 3D, il faut que ce modèle, soit existant au préalable, hein. Donc il faut avoir dessiné, la pièce ou l'élément qu'on souhaite afficher. Donc ça, c'est une source de données. Une 2e source, ça va être tout ce qui est, IoT, donc tout ce qui va être capteur, temps réel, ou non, pouvoir afficher l'état d'un appareil, l'état d'un capteur, pour pouvoir prendre, voilà, en temps réel des décisions, et aider à la conception, à la fabrication. Et tout autre, type de base de données aussi, hein, des informations sur là où sont stockés, tel ou tel produit, dans le hangar et cetera. Tout ça pourrait être facilement accessible, et enrichir une expérience de réalité, augmentée ou virtuelle. Un mot aussi sur l'intelligence artificielle, hein, qui perce de plus en plus, dans tous les domaines. Et pour la réalité étendue, ben, on voit aussi de la complémentarité qui est de plus en plus évidente. Donc là, ben, notamment avec la capacité de reconnaître des objets en temps réel, de pouvoir les classifier. Je montrerai une petite vidéo là-dessus, très simple, mais qui donne un premier aperçu. Ben, ça veut dire que si on peut reconnaître des objets, ça peut aider dans l'expérience à savoir si un geste a été bien fait, si un objet est correctement placé, et cetera, et cetera. Donc ça ouvre vraiment un vaste domaine d'application, hein, qu'on peut de nouveau explorer. Alors, je vais passer maintenant à quelques cas d'usage qu'on a explorés dans le cadre de XR Fab to Build. Premier cas d'usage, ça va être tout ce qui est construction préfabriquée, modulaire. On a identifié 2 grands défis qui sont des retours qu'on a souvent, de différentes personnes, parfois sous des formes un peu différentes, mais les thématiques restent les mêmes. La première chose, c'est tout ce qui concerne l'aide à l'assemblage. Donc il faut, assembler, quoi que ce soit, mais on a besoin d'aide, contextuelle, à ce niveau-là. Et deuxième chose, ça va être, tout ce qui concerne le contrôle qualité. Alors en ce qui concerne l'aide à l'assemblage, bah, l'idée, c'est que, il n'est pas toujours évident pour un opérateur de passer du matériau brut, je vais dire, à l'assemblage qui doit être fait uniquement sur des plans, papier. De nouveau, on retrouve les aspects de simplification d'une part, mais de compréhension aussi du résultat auquel il faut arriver. Donc simplement déjà pouvoir voir la place que ça va prendre, la forme que ça doit avoir, et éventuellement pouvoir, animer tout ça en différentes étapes, hein, pour savoir, et même peut-être aussi donner des instructions sur comment faire le montage. Ça peut déjà avoir, un gros impact et au final, c'est un cas d'usage assez simple, mais qui est très très peu utilisé à ce stade. Et au niveau du contrôle qualité, là, ça va être, bah, de nouveau de pouvoir guider interactivement l'opérateur sur, bah, la série de vérifications qu'il doit effectuer. Donc, quelles vérifications, à quels endroits, à quel moment, comment faire la vérification peut-être, être sûr de rien oublier et puis garder une trace au final de toutes ces vérifications qui ont été faites. Alors, un premier cas d'usage pratico-pratique, ici donc c'est, chez Atelier de l'avenir. Bah, l'idée c'était d'utiliser un smartphone, et une application commerciale qui s'appelle, Trimble, pour placer un modèle 3D dans un environnement réel. Donc, l'idée ça va être de voilà, on veut construire cet élément, et on veut pouvoir le visualiser, avant de le construire. On voit sur l'image de droite qu'il y a une petite caisse en carton avec un QR code placé par au-dessus. Donc, l'idée dans ce type d'application, c'est simplement qu'on vient scanner le QR code
et qu'ensuite le module est placé grâce au QR code dans l'environnement réel. Alors, il y a une petite vidéo qui a été faite que je vais jouer ici. Alors, ça lag un petit peu au début parce que on enregistre en même temps qu'utiliser l'application, mais vous voyez que donc le QR code aide à placer l'élément à fabriquer. C'est avec ici un smartphone, donc je disais c'est peut-être un peu moins stable qu'avec un casque, mais ça tient quand même la route. On voit qu'on a des menus textuels qui peuvent ajouter progressivement des éléments. On pourrait imaginer que la fabrication se fait en plusieurs étapes et donc à l'étape 1, on sait vers quoi on doit aller, l'étape 2, on sait vers quoi aller. Ici, ce sont des instructions assez simples, mais ça pourrait être des instructions plus complexes qui sont données, si nécessaire. Deuxième vidéo ici, que je dois jouer. Hop. De nouveau, c'est le même module, mais cette fois-ci avec sur plus un scénario de contrôle qualité. On vient superposer la géométrie 3D au module réel. Alors ici, le QR code a été placé un peu arbitrairement, donc la superposition n'est pas parfaite, mais donc on voit l'idée. Et donc simplement, de nouveau, on a des instructions, on passe à l'instruction suivante, vérifier que tel ou tel percement a correctement été fait au bon endroit, etc. Dans un scénario, à ce moment-ci, comme je disais, plus de contrôle qualité. Comment aller plus loin sur ce petit exemple? On pourrait ajouter plein de choses en fait à ce qu'on vient de voir ici. Notamment les possibilités de filtrer des éléments, de jouer sur de la transparence, de pouvoir jouer des animations d'assemblage si c'est nécessaire, rajouter beaucoup plus de couches d'informations. Il faut bien garder en tête qu'ici, on est dans l'idée de faire des petites démonstrations pour un peu générer des idées, mais voilà, ce sont des choses qui sont tout à fait possibles par la suite. Un autre cas qu'on a eu, c'est ce qui concerne la préfabrication béton. Donc là, on veut couler des dalles de béton et les enjeux ici, c'était de nouveau au niveau du contrôle qualité. Ça concerne notamment les crochets. On voit la photo en bas à droite de soulèvement des dalles. Pour lesquels il faut pouvoir vérifier la présence, donc le nombre, mais aussi la position de ces crochets avant de verser le béton. Et l'idée, c'est que c'est de nouveau une tâche qui prend pas mal de temps, il faut, voilà, retrouver le plan, faire les vérifications des mesures, mesurer en réel, si ça correspond bien, être sûr de rien oublier et cetera et cetera. Donc voilà, on pourrait, avoir une superposition d'un modèle 3D sur la dalle à vérifier et on va voir juste après une vidéo, d'un petit test, qui est fait à ce sujet, qui pourrait guider le contrôle qualité. Heu, il y aurait, évidemment ici on parle des crochets, mais ça pourrait être n'importe quel autre, élément de la dalle, qu'on voudrait vérifier. Et il y a d'autres, types de cas d'usage, qui pourraient être faits, en ce qui concerne les dalles de béton, notamment par exemple surveiller le niveau ou l'épaisseur du béton, la planéité, de nouveau via des capteurs plutôt à ce moment-là positionnés, dans l'usine puisque à nouveau, une tablette ou un casque ne va pas être très bon pour, en tout cas pas suffisamment précis pour vérifier ça, mais pourrait afficher, par exemple, en rouge là où il y a trop de béton, en bleu là où il n'y en a pas assez, en temps réel, et pouvoir avoir un opérateur qui voit ça directement et qui peut corriger le tir tout de suite grâce à ça. Alors maintenant, petite démonstration sur ce cas avec la dalle de béton. C'est dans nos bureaux, donc c'est pas évidemment dans l'environnement réaliste, mais l'idée est là. Donc on on a fait un dessin très simplifié de la dalle de béton qui est ce cube ici. On place d'abord ça très approximativement. Ici, il n'y a pas de QR code. Donc j'utilise les 2 lasers entre guillemets qui sortent de mes mains et qu'on voit de temps en temps sur l'application ici. Voilà, on les voit pour déplacer la dalle à peu près là où elle doit être. Donc on imagine qu'on est dans l'usine et qu'on veut la superposer à la dalle réelle. Euh,
Donc on vient la placer d'abord, comme je disais, avec, de manière grossière. Ici, j'ai fait le choix de, voilà, d'avoir des petits sliders pour faire un ajustement plus précis au niveau à la fois de la rotation et de la position en translation. Hein. Donc ici, voilà, on voit que la rotation a été bien corrigée. On va passer à la correction au niveau vertical et horizontal. Mais ça pourrait être fait d'autres manières. Hein. On peut placer des géométries de différentes manières. Ici, ce n'est juste qu'un exemple parmi d'autres. Le QR code était un autre exemple. Donc voilà, ici, c'est placé au bord de l'établi ici et on va juste encore corriger en vertical. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer au contrôle qualité. Alors ici, j'ai schématisé les crochets par les boîtes roses qu'on voit au fond de la dalle. Hein, et on doit imaginer qu'il faut vérifier que ces boîtes roses sont bien superposées au crochet. Donc ici, voilà, on commence le contrôle qualité. On a une flèche qui nous indique que faire. Donc, aller vérifier la présence du premier crochet. On vérifie, on voit qu'il est bien présent. On passe ensuite à l'élément suivant. Voilà, de nouveau ici, petite démonstration très simple, hein, mais on pourrait vérifier n'importe quoi. On continue comme ça, ainsi de suite, sur tous les éléments à vérifier, et puis on peut quitter l'application. Deuxième petite vidéo concernant la reconnaissance via intelligence artificielle. Ici, j'ai utilisé ça sur une base de données qui existait déjà, donc d'objets de bureautique. Mais on voit un positionnement, de nouveau avec le même casque, hein, en l'occurrence c'est le HoloLens. On voit la reconnaissance d'objets avec plus ou moins de succès et plus ou moins de précision leur positionnement dans l'espace. De nouveau, l'idée pourrait être d'entraîner le modèle plutôt à reconnaître les fameux crochets et avoir encore plus d'automatisation dans, par exemple, pouvoir compter déjà que le bon nombre y est. Et puis, si la technologie évolue encore un peu, pouvoir se dire, est-ce que par rapport à la position du modèle, le crochet réel est suffisamment proche, oui ou non, de ce qu'il doit être pour passer le contrôle qualité. Et donc, voilà, de cette manière, assister aussi au contrôle qualité. Dans un scénario de rénovation ici, pareil, j'utilise toujours le casque, de réalité augmentée HoloLens. L'idée ici, c'est que je vais placer, un mini modèle de la maison sur laquelle on souhaite travailler, et donc on a des panneaux de façade, dans un scénario de rénovation. Et on va choisir sur quel panneau, sur quel endroit de la façade on veut travailler, et l'enjeu, ça va être de pouvoir assembler les bons sous-modules ensemble. Donc ici, pour la démonstration, il n'y a que 2 panneaux, 2 modules qui sont accessibles, mais j'en choisis un des 2, et je vais utiliser le QR code que je vais scanner avec le casque pour faire apparaître le premier sous-module de ce module-là. On voit qu'on a de l'information très basique, mais qui pourrait être de nouveau plus intéressante et plus poussée. Et j'utilise une commande vocale, on va entendre normalement. Voilà, donc j'utilise ici une commande vocale pour faire apparaître, une fois que j'ai placé un module, je peux faire apparaître le suivant, puis le suivant, puis le suivant, etc. Donc voilà, ici, on pourrait choisir un à un les différents modules de la façade, des informations par module, savoir où aller le chercher, savoir comment l'assembler, et de nouveau en se passant de l'étape des plans, notamment sur ce type d'application. Un exemple suivant, c'est cette fois-ci sur chantier. Hein. Donc l'idée, c'est qu'on a une maison avec une base qui est maçonnée et le haut qui est fait en CLT, donc en bois. L'idée, c'est que les deux la tolérance sur la base maçonnée est très différente que la tolérance sur la partie bois. Et donc, l'entrepreneur rencontre souvent des difficultés quand il doit placer ce module bois sur la base maçonnée, hein, parce que entre guillemets, ça rentre pas toujours bien, et donc il faut chipoter, un peu le tourner, et cetera, à gauche, à droite, pour pouvoir placer correctement la partie bois, ce qui prend du temps donc. Donc on a fait une petite démo, on est parti du modèle 3D, de cette maison. On a isolé la partie bois, de ce modèle 3D,
Et ensuite, on est allé sur chantier, hein, placer ce modèle réellement sur la partie maçonnée. Alors ici, on a fonctionné par des points de référence. On ne les voit pas très bien, mais il y en a au fond un point vert, un point rouge. Et une fois qu'ils sont placés, on peut placer la partie CLT par au-dessus. On voit que ça se superpose. Et l'idée, c'est de, déjà voir, à quoi ça va ressembler l'encombrement que ça prend et de pouvoir ajuster un peu plus finement la position, peut-être en allant voir, aux différents coins, si ça rentre bien, de la manière que c'est positionné. Si ce n'est pas le cas, on peut légèrement tourner, bouger la partie bois. On pourrait noter ça, marquer ça au sol et une fois qu'on arrive vraiment avec le module bois, gagner beaucoup de temps sur la position, le placement de cet objet. Et un dernier cas d'usage ici en HVAC, de nouveau l'utilisation d'un QR code pour placer différents objets. Ici, c'est avec une tablette que ça a été fait. Donc, on scanne le QR code. Ça va placer le premier objet par au-dessus, hein, donc un chauffe-eau par au-dessus. On voit, ici l'idée, le cas d'usage est assez simple, hein, c'est déjà voir l'encombrement et pouvoir faire des choix, comme je montrais tout à l'heure. On peut choisir différents modèles parmi la base de données. Hem, voilà, ici, on se limite dans ce cas-ci à simplement placer le modèle. On peut jouer avec la transparence du modèle si c'est nécessaire. On peut animer ce modèle. On peut aussi en obtenir des informations, par exemple en cliquant sur l'objet. Ça peut servir à faire, soit visualiser simplement comme ça, soit, à aider à faire de la maintenance, de la réparation ou simplement voir l'état de la machine. Voilà, ici, on voit qu'on affiche quelque chose de très basique, hein, simplement le nom ici de la pièce, mais à nouveau, on pourrait afficher n'importe quel type d'information, en fonction de là où l'utilisateur, a cliqué. Voilà, ça finit, donc les quelques cas d'usage que je voulais montrer. Alors, pour conclure, en fait, je voulais, dire 2-3 choses. Bah, déjà, on espère, voilà, que ces petits cas d'usage peuvent, inspirer. Donc, si, jamais ça inspire ou s'il y a des questions et qu'on se sent, pourquoi pas, l'envie de franchir le pas et de tester, il ne faut pas hésiter évidemment à nous contacter. Hein, l'idée, c'est simplement de faire comme pour ces petits cas tests, hein. On commence très simple, on brainstorm, on identifie en quoi, ça pourrait aider, oui ou non. On lance des idées, ça marche ou ça marche pas. Ouais, voilà, on teste. Dès qu'on tient une piste, on fait ces petites itérations, on part de quelque chose de très simple et on ajoute de la complexité au fur et à mesure. On fait ces petites applications test, hein, qu'on vient tester sur place, qu'on met dans vos mains et l'idée est à nouveau de recueillir du retour là-dessus, hein, simplement nous dire que en fait c'est pas pratique ou que sur un casque on voit rien parce qu'il y a trop de lumière. Voilà, il peut y avoir plein de petites choses auxquelles on n'a pas pensé et qu'il faut, voilà, il y a peut-être un problème, mais ça ne veut pas dire qu'il y a pas de solution à venir. Mais donc il faut effectivement se confronter en fait, hein, à ces choses-là. Donc voilà, on peut réfléchir à l'intégration de tout ça dans votre processus constructif et on a notamment une adresse, mail, xrfab2build avec un T, @buildwise.be pour nous contacter et même si effectivement ce projet-ci est bientôt terminé, ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas à réfléchir sur, ces problématiques-là à l'avenir, hein, donc il ne faut pas hésiter de ce côté-là. Hem Qu'en retenir? C'est que, je le disais, ces technologies sont souvent consommatrices de données, pas toujours, mais souvent. Il faut donc avoir en tête qu'à un moment donné, il va falloir quand même disposer de ces données, hein, quelle que soit leur forme. Même si c'est juste des informations, il faut pouvoir les encoder quelque part à un moment. Mais bon, ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas ces données au stade actuel, on ne peut pas réfléchir ensemble, hein. Sur un cas test, on peut très bien dessiner nous-mêmes même une géométrie simplifiée de ce que vous avez en tête, des instructions simplifiées. C'est vraiment, ces interactions-là qui permettront de déterminer si oui ou non ça vaut la peine d'aller plus loin. Mais donc voilà, c'est vrai que la réalité étendue est une brique parmi un ensemble plus large de choses. Hem
comme je le disais aussi, bah, ne pas se limiter à ce qui a été présenté ici, hein, c'est quelques cas d'usage. Il y a plein d'autres idées. Il ne faut pas hésiter à challenger, hein, et à se demander si ceci ou cela est possible. Parfois, ça paraît compliqué et c'est simple. Parfois, ça paraît simple et c'est compliqué. Donc, ça, c'est de nouveau au cas par cas. Donc, ne pas hésiter à faire remonter ces questions. Dernier mot, je dirais que ça recouvre une large gamme d'applications. Donc effectivement, il y en a certaines qui peuvent être complexes et peut-être coûteuses en temps et en argent, mais ce n'est pas forcément une fatalité. Donc on peut tout à fait commencer simple, hein, avec un smartphone, avec pas d'investissement matériel, sans changer sa manière de travailler. Il y a des applications qui sont tout à fait abordables et qui existent, voire même gratuites, en fonction des cas d'usage. Et on peut aller du simple vers du plus compliqué si c'est pertinent, quoi. Donc le mot de la fin serait de se dire simplement que il faut pas voir ça forcément comme des technologies trop complexes ou qui sont forcément pour les autres. Et j'espère aussi avoir un peu montré, en tout cas, que c'est pas non plus des gadgets, hein. Il y a vraiment des choses à faire, des gains à avoir et qui sont parfois plus proches que ce qu'on le pense. Voilà. Avec ça, j'ai terminé. Donc, je ne sais pas si on a peut-être un petit peu de temps pour quelques questions-réponses, s'il y en a. Et je rappelle simplement l'adresse, hein, si jamais, xrfab2build@buildwise.be. Voilà, J'ai activé chez tout le monde la possibilité d'activer le micro et la caméra. Donc, n'hésitez pas de poser vos questions live ou dans le chat ici dans Teams. voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Apparemment pas tant que ça. Donc, écoutez, voilà, comme vous voyez, de toute façon, il y a l'adresse, hein, donc ce webinaire, on va le rediffuser. Il a été enregistré et donc on est toujours disponible en cas de besoin, donc n'hésitez pas de ce côté-là. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Non, je voulais remercier, les participants, d'aujourd'hui et effectivement, comme l'a indiqué Arnaud, le webinaire sera disponible en ligne, donc si vous souhaitez le partager, n'hésitez surtout pas. Et on est effectivement tous à votre disposition, pour toute question que vous pourriez avoir par rapport à cette techno-là ou à d'autres technos, complémentaires, à la réalité, augmentée virtuelle. Voilà, il nous reste à vous souhaiter, un bel après-midi et d'ores et déjà un bon week-end. Voilà, un tout, tout grand merci, à toutes et tous. Merci à tous. Au Au revoir. revoir. Merci à tous. Au revoir. Allez, joyeux anniversaire, Marois. OK. On peut terminer. Merci, Ça Pauline. va. Merci Voilà. Yoris. Bon Bon week-end. après-midi. Salut. Bye. Merci toi aussi. Yoris?